Donne rendez-vous ce soir dans le 20h de TF1. Dans une heure, précisément, Nicolas Sarkozy annoncera qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes à 67 jours du scrutin et le président accuse toujours un net retard dans les sondages sur son rival François Hollande. Alors cette annonce est-elle un non-événement? Peut-elle relancer le président sortant dans les sondages? Quelle sera la stratégie du candidat Sarkozy? Ce soir, nous sommes avec Claude Veil, bonsoir, qui est le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonsoir, nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est le directeur et fondateur du site Atlantico, avec Frédéric Dabi, bonsoir, qui est le directeur général adjoint de l'IFOP, et avec Judah Grunstein, bonsoir, qui est le rédacteur en chef à World Politics Review. La campagne, c'est parti, tout va maintenant changer, c'est ce qu'affirme Alain Juppé, le chef de la diplomatie française, était ce matin chez nos confrères de France Info, on l'écoute. Aucun mystère, le président de la République a choisi le moment où il pensait opportun de se présenter et, pardon de le dire, mais c'est tout le buzz médiatique autour qui a fait naître le mystère. Mais c'est vrai qu'on ne parle que de cela depuis des jours et des jours. Et bien voilà, nous y sommes et maintenant la vraie campagne va commencer. François Hollande dit que rien ne change. Cela dénote de sa part, je pense, une petite inquiétude. Tout va changer avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. On va voir enfin, je pense, projet face à projet, projet contre projet. Et alors que Nicolas Sarkozy annonce ce soir sa candidature, eh bien François Hollande, lui, est à Rouen pour son deuxième grand meeting de campagne. Vous allez tout de suite voir ces images en direct de Rouen, avec ici donc la porte-parole de François Hollande qui chauffe la salle avant l'arrivée du candidat. Je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Moscovici, le directeur de campagne de François Hollande, à l'annonce de la candidature du président sortant. On écoute Pierre Moscovici. Nous avons décidé... La campagne me paraît lancée depuis tellement longtemps. Le président de la République a tellement usé, abusé de sa fonction, des médias, il a tellement fait campagne aux frais du contribuable que finalement peut-être ceux-ci sont-ils déjà lassés. Et je me demande ce que Nicolas Sarkozy va inventer de nouveau. Jean-Sébastien Ferjou, l'annonce de cette candidature, est-ce que c'est un non-événement? Est-ce que ça ne change rien, comme l'affirment aujourd'hui les socialistes? Il faudra regarder les sondages dans les jours qui viennent. Non, forcément, ça va un peu changer quelque chose parce qu'on imagine quand même qu'il va avoir exposé des projets plus clairement que ce qui a été dit dans les déplacements précédents. Donc forcément, ça va changer quelque chose. Après, à voir, est-ce que ça va créer un appel d'air dans l'opinion? Ça, on va le voir dans les jours qui suivent. Puis on va voir aussi ce qu'il dit ce soir, parce que sur quel terrain s'engage-t-il? Est-ce que ce soir, vous pensez qu'on va avoir un autre homme? Je pense que Nicolas Sarkozy est un très bon candidat, qu'il était un très bon candidat en 2007 et qu'on peut le retrouver à nouveau très combatif et très capable de séduire l'opinion. Après, il faut quand même qu'il réussisse à écarter son bilan, ce qui n'est pas un mince enjeu. Claude Veil, est-ce qu'il est arrivé à créer le buzz? Les socialistes disent que c'est un non-événement, mais aujourd'hui, tous les médias parlent de l'annonce de cette candidature. Nous-mêmes, non seulement les socialistes, mais de ce que dit Alain Juppé, c'est la même chose. Ils disent que c'est un non-événement. C'est vrai que c'est un non-événement. Et c'est vrai que nous autres journalistes collectivement, et nous cinq, là, en ce moment, on a donné un sacré coup de main à la communication de l'Élysée, puisqu'on a réussi à créer du désir, de la curiosité, du suspense autour d'un événement aussi prévisible que Noël le 25 décembre. Tout le monde sait qu'il est candidat. La seule suspense dans les derniers jours pour tenter de savoir est-ce que ça sera lundi, mardi, mercredi, c'est mercredi. Bon, tout ça n'a pas grande importance, sinon que ça révèle une chose quand même assez intéressante, je trouve, c'est que Nicolas Sarkozy, même s'il est très bas dans la confiance, même si les pronostics sont contre lui, et même si le souhait des Français, je ne parle pas des intentions de vote, mais des souhaits, lui reste négatif, il continue à susciter dans l'opinion, et en tout cas dans le petit milieu, une curiosité, un intérêt, une espèce de fascination. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait analyser, on est dans la psychologie des foules, c'est que dans le désamour très fort qui frappe Nicolas Sarkozy depuis 4 ans, c'est depuis janvier 2008, il entre forcément un peu de dépit, de sentiment d'avoir été trompé. Dans le désamour, c'est encore de l'amour d'une certaine façon. Et c'est peut-être là le seul espace où il peut jouer d'une tentative de reconquête de l'opinion. C'est vous m'avez tant aimé, vous ne pouvez pas me détester. Vous ne pouvez pas vous désintéresser de moi. Vous pouvez me détester, mais pas vous désintéresser de moi. Et d'ailleurs, sur le terrain d'intérêt, son compte Twitter qui a été lancé ce matin, il y a déjà 43 000 personnes qui sont abonnées. En une journée, il est déjà au tiers du nombre de followers de François Hollande. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même... Les Français n'ont pas tourné la page Nicolas Sarkozy. Ils peuvent avoir envie d'être reséduits, même si ça paraît... Ça va être tout le challenge, ça va être tout le challenge là, du
du président sortant. Frédéric Dabi, Pierre Moscovici, son directeur de campagne, on l'a entendu, a dit tout à l'heure, les Français sont peut-être déjà lassés. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Alors, c'est vrai qu'il y a 40 000 followers, mais ça ne pèse rien par rapport à 45 ou 46 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il faut mettre les choses en regard. Par rapport au compte de François Hollande, c'est vrai, qui lui a été mais lancé depuis longtemps, ce n'est pas le corps tiers. électoral. Moi, ce qui me frappe, c'est un non-en-fait événement. Parce que c'est vrai que pour 85% des Français, dans un sondage récent de l'IFOP pour Sud-Ouest, le président allait être candidat. L'événement, quand même, c'est qu'il a avancé sa déclaration de candidature. Il était sur une posture mitterrandienne de se déclarer début mars, mi-mars. Là, compte tenu de son retard absolument incroyable comparé à l'histoire de la Ve République, distancé Jamais au premier tour. Jamais on a vu ça, un président sortant distancé au premier tour, à écrasé au second tour, 57-43 ce soir dans l'enquête IFOP fiduciale. Ça n'était jamais arrivé. Même Giscard d'Estaing, en 81, a fait la course en tête pendant toute la campagne au premier tour. C'était plus serré pour le second tour. Il a finalement perdu. On a vraiment un président... je crois que tout à l'heure, vous demandiez s'il fallait que ça change. Oui, pour lui, il faut que ça change. Il faut qu'il rattrape le retard au premier tour, qu'il renverse la table et qu'il essaye de rétrécir ou d'amenuiser l'avance de François Hollande sur le second tour. C'est un sacré défi pour lui. Une annonce de candidature, ça ne permet pas de renverser la table. Est-ce qu'on peut gagner des points? Alors, je dirais qu'il va gagner des points déjà mécaniquement parce que l'offre électorale à droite va se réduire ou va s'éclaircir. Hervé Morin va sans doute se retirer, Christine Boutin s'est retirée, incertitude sur Dominique de Villepin, voire sur Frédéric Nious, ça va lui permettre de monter mécaniquement. Mais une annonce de candidature ne permet pas d'inverser une tendance, ça permet plutôt de stabiliser les choses. Mitterrand s'était stabilisé en 88, Jacques Chirac, dans les enquêtes de l'IFOP, était resté stable après sa déclaration le 11 février 2002. Donc je ne pense pas que une intervention aussi forte soit-elle renverse les choses, mais c'est peut-être le début. Un petit coup d'accélérateur. Voilà, c'est peut-être le début d'une redynamisation. On dira sachant que depuis. Jean-Sébastien Ferjou, je vous donne la parole. C'est ce qu'il va dire et quelle stratégie. Pour l'instant, on ne sait pas tellement ce qu'il va dire. Manifestement, ils ont l'air d'avoir en tête autour de Nicolas Sarkozy une campagne très offensive, avec beaucoup de déplacements. Non, on n'a pas le texte encore, Claude. Non, on ne l'a pas encore. Mais c'est quand même ça qui peut ou pas créer l'événement. C'est ce qu'il va dire, c'est pas le fait qu'il dise candidat. Est-ce qu'on peut penser par exemple que ce soir, il ne fasse pas uniquement l'annonce de sa candidature, mais qu'il fasse aussi une ou deux propositions pour relancer tout de suite immédiatement la machine? Je pense qu'il va continuer sur le terrain des référendums et de vouloir dire de mettre le peuple au centre de la campagne. Voilà, et que en 2007, il était le candidat de la rupture, et la rupture, c'était quand même principalement par rapport à Jacques Chirac. Il avait réussi à faire oublier qu'il était ministre de Jacques Chirac. Et là, il faut qu'il réussisse. Je pense qu'ils veulent encore jouer la rupture. Et que dans l'équipe de campagne, et qu'ils veulent faire oublier son bilan. On est dans une inversion des figures classiques de la politique. Parce que, effectivement, un président sortant est dans des abîmes d'impopularité et il fait la course derrière. Il est en position de challenger. Donc tout le système est retourné. Normalement, un président de la République, c'est ce qu'a fait Chirac, c'est ce qu'a fait Mitterrand. Il est déjà projeté dans le second tour. Comme il n'a pas de rival dans son camp, il peut se permettre déjà d'apparaître fédérateur, rassembleur et d'occuper le centre. Là, on a une figure exactement inverse. Nicolas Sarkozy a essayé d'occuper le centre. C'est ce qu'on a appelé la phase dite de représidentialisation, qui a été un bide, il faut dire les choses par leur nom. Ça a été un bide total, ça n'a produit aucun effet dans les sondages. Et c'est au contraire de plus en plus François Hollande qui grignote cet électorat centriste. Donc il retourne complètement le truc, se place en position de challenger et fait le contraire de ce que fait un président sortant, c'est-à-dire il clive au maximum, c'est-à-dire qu'il a une stratégie de premier tour risque tout. C'est un trompe-la-mort du premier tour. Et ensuite, après que ça passe ou ça casse, il lui faudra entre les deux tours changer de discours, revenir à des thèmes plus fédérateurs pour essayer de récupérer l'électorat Bayrou. C'est une gymnastique incroyable. S'il réussit, salut l'artiste. Julia Grunstein, je ne vous ai pas donné la parole encore. Vous êtes américain, quel regard vous portez justement sur la mise en scène, par exemple, de l'annonce de cette candidature? Est-ce que ça se passe comme ça également aux États-Unis? Ça se passe comme ça pour les challengers, c'est-à-dire cette année, c'était les Républicains et en 2008, il y avait les deux partis. Il y avait le président sortant qui ne pouvait pas se représenter. Donc, il y avait les deux. Normalement, pour le président sortant, c'est une évidence. Tout le monde s'attend qu'il se représente et il n'y a pas vraiment une telle mise en scène. La mise en scène arrive plutôt l'été avant l'élection aux conventions. Et ça, c'est vraiment le sacre
du candidat, et c'est là où il y a vraiment les événements médiatiques. Ce que j'allais dire par rapport à l'annonce du président de la République, c'est que deux choses. D'abord, c'est peut-être une évidence, mais à nos jours, on ne peut pas vraiment séparer un événement médiatique d'un événement politique. Après, on va parler des followers sur Twitter, sur Facebook. Combien de fois on a tweeté pendant son annonce et qu'est-ce qu'on a tweeté? Donc, il y a déjà ça. Ça crée le buzz et ça crée quelque chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'on a vu avec François Hollande, après le sacre du primaire, il avait une montée en puissance. Et après, il y avait un moment de flou, un moment de chute où il y avait une espèce de questionnement. Et je pense que ce qui est important par rapport à cette annonce, c'est non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il fait après. Est-ce que la campagne est déjà prête à être mise en route? Est-ce qu'il y aura 2 semaines ou 3 semaines? Mais là, il n'a peut-être pas intérêt à attendre, là, parce qu'il lui reste quand même 67 jours. Il lui reste peu de temps. On verra la préparation qui a été faite. Mais... Alors justement, Jean-Sébastien Ferjou, Nicolas Sarkozy, ça va être la campagne éclair. Ils vont mettre le paquet, j'imagine, à l'UMP maintenant. Absolument, qu'il y a beaucoup de déplacements de prévus, avec des messages forts, avec des dispositifs de communication assez innovants, en tout cas. Enfin, à ce qu'on entend. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez, c'était un bide absolu, la représidentialisation. Ça l'était dans les intentions de vote. Est-ce que ça l'est sur la perception de l'homme et du candidat? Parce que je pense qu'il y a un peu moins... Son image n'a pas beaucoup bougé non plus. Objectivement, son image n'a pas mais il y avait beaucoup de... Oui, mais intuitivement, évidemment, parce que c'est difficile à mesurer, à moins que vous, Frédéric, vous n'ayez un avis là-dessus. Mais j'ai l'impression que les Français sont moins quand même dans la détestation absolue qu'il y a eu du personnel avec un rejet, mais quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on ne voulait plus en entendre parler. Et là, on est quand même revenu à un niveau qui est moins... Alors Frédéric Dabi, est-ce qu'on le déteste moins qu'avant? Oui et non, c'est vrai que le rejet épidermique a un petit peu reflué. Je suis quand même stupéfait par le fait que dans une simple enquête de popularité IFOP Paris Match publiée il y a 15 jours, on a par exemple 43% qui n'approuvent pas du tout son action. Vous voyez, on a encore un rejet qui est fort. Et pourquoi cette stratégie de représentation a relativement échoué? Parce que le jugement du président Sarkozy, contrairement à ce qui est relayé par les buzz, se fait moins sur l'homme que sur l'action. Et ce qui le plombe, c'est son bilan. Et le fait qu'il se déclare plus tôt que prévu, c'est pour mettre à distance ce bilan, déployer un projet et faire oublier ce bilan qui est vu comme un boulet ou comme un passif, pour reprendre la phrase de Mitterrand sur Giscard d'Estaing. C'est sa vraie difficulté. Et le fait qu'il soit aussi bas dans les enquêtes de popularité, malgré ses efforts, malgré le retour à une pratique présidentielle tout à fait classique, malgré l'abandon de dogme du début du quinquennat, bouclier fiscal, etc., est lié à la déception, liée à son bilan, liée aux promesses non tenues. C'est un véritable sortant que n'était ni Chirac en 2002, ni Mitterrand en 88, qui étaient, entre guillemets, protégés par leurs années de cohabitation. Donc c'est un vrai... Vous n'êtes pas très optimiste, hein, comme je dis qu'aujourd'hui, veille à quelques minutes de la déclaration du président, il y a peu d'éléments de rebond visibles. On a eu quelques éléments. Le fait qu'il alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire justement il a quand même qu'il remobilisé son socle électoral. Le problème de Nicolas Sarkozy, ça a l'air dit comme ça a l'air d'être une vanne, mais son problème, c'est qu'il pourrait être réélu à condition que les Français fassent abstraction de sa personnalité et de son bilan. Parce que sa personnalité est rejetée et son bilan est considéré comme mauvais. Donc il doit absolument se projeter, incarner le renouvellement. Le problème, c'est que même sur le futur qu'il promet aux Français et son rôle à lui dans la construction de ce futur, il change sans arrêt. Parce que le changement de calendrier auquel nous faisons allusion, c'est aussi un changement de stratégie. Parce que qui devait se déclarer un peu plus tard. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, l'idée, c'était je laisse Hollande s'ensabler. Et moi, j'assume mon impopularité en multipliant les mesures courageuses et je suis le capitaine des tempêtes et je suis le type qui va jusqu'au bout, qui gouverne jusqu'à la dernière minute et qui a eu le courage jusqu'à la dernière minute d'assumer des décisions dont je sais que les Français ne les aiment pas, mais c'est pour sauver la France, etc. C'est la séquence TVA sociale, etc. Et tout à coup, comme ça n'a pas objectivement marché, du coup, maintenant, on entre dans une séquence qui est beaucoup plus agressive, qui est, appelons-la Buisson, du nom de son conseiller en valeurs actuelles, je dirais, son conseiller Minute, quoi. Enfin, parce que Patrick Buisson, on le dit pour le téléspectateur, travaillait à Valeurs Actuelles et à Minute, et le conseiller de Nicolas Sarkozy. Et donc là, on ressort l'arsenal de la droite dure, de la droite musclée. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il le voit, Patrick Buisson, justement. Enfin,
manifestement, c'est un retour au peuple. Alors effectivement, ça renvoie à certaines valeurs de droite, mais c'est remettre le peuple au centre et c'est dire la rupture. Il y a eu la rupture en 2007 et là, on va faire la rupture par rapport au système. Et l'idée du référendum, c'est précisément ça, c'est dire on remet le peuple au centre. Peut-être que je n'ai pas un très bon bilan, peut-être que je n'ai pas réussi à réformer la France, mais le pays est tellement bloqué qu'on va vous mettre, vous, le peuple, au cœur de la campagne et vous serez finalement juge et vous ferez appliquer les promesses qui vous seront faites. C'est simplement ce qui me paraît très très compliqué, c'est que ces fameux électorats populaires qu'on a beaucoup mythifiés, et dont Buisson a fait en effet une espèce de pierre philosophale. Cet électorat populaire, c'est le premier qui a décroché. Il a décroché dans l'hiver 2007-2008 parce qu'il considérait que sur le plan économique et social, les comptes n'y étaient pas. Cet électorat, depuis, Sarkozy n'a jamais réussi à retrouver le contact avec lui. Je vous rappelle que c'était pour retrouver le contact avec ce peuple qu'il y a eu le tournant de l'année 2010, le fameux discours de Grenoble, etc. Bilan dans les sondages, 0. Et même une remontée de Marine Le Pen. Donc c'est extrêmement dangereux cette stratégie. C'est vrai qu'il y a ces deux peuples. On a les bastions traditionnels de la droite qu'il a réussi à remobiliser, personnes âgées, on le voit dans nos enquêtes, les artisans, retraités, commerçants, retraités. En revanche, et vous avez raison Claude Veil de le dire, il y a cette France du travail, cette France active, les 35-49 ans, les salariés, les ouvriers, où là, il est distancé très nettement par François Hollande, voire parfois par Marine Le Pen. Et c'est cette France qu'il a perdu très vite, le tournant 2007-2008, où il ne chute pas dans les enquêtes sur le bling-bling, sur le divorce, sur le remariage, sur l'affaire du colonel Kadhafi, pardon. Il chute au moment où il sonne les espoirs, le glas des espoirs sur le pouvoir d'achat. La conférence de presse de janvier 2008 qui est tout à fait symbolique, où il passe pour la première fois sous la barre des 50% de satisfait et il ne reprend jamais le dessus. Judah Grunstein, un dernier mot avant de faire une petite coupure. C'est juste que vous avez dit qu'il attendait que Hollande s'ensemble et je pense que c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui a changé dans les 3 dernières semaines, c'est que Hollande s'est crédibilisé. C'est-à-dire il y avait un moment où il y avait une vraie manque d'enthousiasme sur la gauche et du coup les événements ont rattrapé quelque part les déclarations de Hollande et du coup il s'est montré beaucoup plus crédible en tant que présidentiable. Depuis le meeting du Bourget peut-être, qui a été un tournant. Et donc du coup Sarkozy doit changer sa stratégie parce que du coup il y a une manque d'enthousiasme sur la droite maintenant. Je pense que par exemple si Fillon, s'il pouvait changer, il choisirait Fillon sans hésitation. Comme candidat. On va faire une petite pause, on va se retrouver pour la deuxième partie du débat. Quelle va être la stratégie de campagne de Nicolas Sarkozy? Son slogan, ce devrait être une France forte. Est-ce un bon slogan? Eh bien, nous poserons la question à nos invités sur le plateau. À tout de suite.